Diawara Adama, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire l'université de Cocody, précisément à l'UFR Sciences des structures de la matière et des technologies et au laboratoire de physique de l'atmosphère et des mécaniques des fluides, d'un côté, de l'autre, directeur de la station géophysique de l'Anto, qui est un centre de recherche en sismologie, c'est-à-dire études du mouvement du sol, et en climatologie, études du climat. Et bon, ben, ce par quoi j'aurais peut-être dû commencer, conseiller de M. le Premier ministre en charge du secteur éducation, formation professionnelle, recherche scientifique et emploi. Maintenant, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, ce que je peux vous préciser, c'est que bon, j'ai fait un bac C au lycée classique de Cocody. Ensuite, j'ai fait un DUS mathématiques physique et ensuite une maîtrise de physique à l'université d'Abidjan-Cocody, qui est devenue aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. Et par la suite, je suis allé faire un DEA et un doctorat thèse unique à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en France. D'ailleurs, j'ai préparé ma thèse entre le laboratoire de physique de l'atmosphère de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et l'Institut national de recherche agronomique de Bordeaux. L'école ivoirienne aujourd'hui, honnêtement, ça peut se constater, c'est vérifiable, c'est palpable, se comporte beaucoup mieux que ça ne l'était en 2011. Parce que quand le président Ouattara prenait le pouvoir en 2011, je peux vous dire que l'école était sinistrée. Le mot n'est pas fort, l'école était sinistrée. Aujourd'hui, quand je dis ça va mieux, prenons le préscolaire d'abord. Au niveau du préscolaire, le taux d'accès a augmenté de façon très sensible. Simplement parce qu'aujourd'hui, quand on construit une école primaire, on ne se contente plus de faire les 6 classes CP1 ou CM2, mais en plus on construit au moins une classe de préscolaire. Même si c'est une seule classe, bon, on dira que normalement on doit en avoir 3, mais déjà une classe de préscolaire c'est déjà pas mal. Et au niveau du primaire, non seulement le taux d'accès a augmenté du fait de la construction de milliers, de dizaines de milliers de salles de classe, mais également par ricochet, le taux brut de scolarisation et le taux net de scolarisation ont augmenté de façon très sensible. Aujourd'hui, le taux brut de scolarisation est au-delà de 100%. Et quant au secondaire, c'est pareil, vous avez une augmentation du taux d'accès, ne serait-ce que par le truchement de la politique qui est mise en place, à savoir que tous les élèves qui ont 85 points au CP en 36e sont admis automatiquement en 6e et affectés de l'État, soit dans des établissements secondaires publics, soit dans des établissements secondaires privés. Et il y a aussi une augmentation du taux de réussite au bac, ça aussi c'est palpable. Quand on regarde le taux de réussite au bac aujourd'hui, c'est de loin beaucoup plus élevé que ce qu'on avait en 2011. Quant au supérieur, je dirais simplement sous forme de boutade, on est passé d'un état de quasi-désolation à de l'espoir. Bon, je pense que l'enseignement supérieur, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment on est passé de la désolation à l'espoir. Pour le moment, c'est le tableau synoptique que je peux dresser de l'école ivoirienne. Bien entendu, je ne dis pas que tout est parfait. Vous savez, seul Dieu est parfait. Hein? Le président Ouattara a fait ce qu'il peut, et il a fait beaucoup, mais on ne peut pas lui demander en 10 ans de faire tout. Ce n'est pas possible. Il a fait en tout cas beaucoup. Donc, je le répète, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais honnêtement, comparé au tableau qu'on avait en 2011, aujourd'hui, l'école ivoirienne respire beaucoup mieux. En tant que conseiller, bien sûr, on aurait souhaité faire beaucoup plus que ce qu'on a fait, mais je le reconnais volontiers, nous faisons beaucoup de notes à notre hiérarchie, au président de la République hier et aujourd'hui au Premier ministre, beaucoup de notes sur les problèmes brûlants de l'école. Et je peux vous assurer que les propositions de solutions que nous faisons à notre hiérarchie sont prises en compte dans les prises de décision. Et ça nous fait vraiment beaucoup de chaleur au cœur, parce que bon, quand vous êtes conseiller, vous n'êtes pas à un poste de prise de décision, mais vous conseillez. Voilà, c'est aussi, j'aurais dit trivial que ça, mais honnêtement, face aux problèmes qui se posent à l'école, quand nous faisons des propositions, le président de la République hier et le Premier ministre aujourd'hui prennent en compte vraiment nos propositions. Et ça nous fait chaud au cœur. Et ça, c'est pour le bien de l'école ivoirienne. C'est le bilan que je peux dresser. Les notes, on en fait pratiquement tous les jours. Hein, parce que les problèmes de l'école ivoirienne, vous savez, l'école, c'est un secteur qui est très sensible. Là où on a en permanence des problèmes, parfois mineurs, parfois assez majeurs quand même. L'état des travaux, bon, là également, je ne vais pas être exhaustif parce que sinon on y passera toute la journée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on est arrivé, quand le président de la République est arrivé aux affaires en 2011, je peux vous dire honnêtement, il n'y avait qu'à faire un tour sur les campus, notamment dans les universités publiques.
Moi, je vous donne un titre anecdotique comme ça. Lorsque la crise post-électorale est achevée, je suis venu faire un tour au campus de Cocody. Je vous assure, lorsque j'ai été voir nos labos, nos salles de travaux pratiques, j'ai coulé des larmes. Parce que c'était un véritable massacre. Vraiment, quand je dis massacre, non seulement une bonne partie du matériel a été volé, et le peu qui n'a pas été emporté a été saccagé littéralement. C'est-à-dire qu'on sentait la volonté manifeste de détruire, comme si on voulait enterrer la Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir, pour faire un état des lieux très rapide, je peux vous dire que toutes les universités publiques existantes à l'époque ont été réhabilitées et rééquipées. Et quand je dis rééquipées, il n'y a qu'à faire un tour dans les salles de TP par exemple. Vous pouvez aller, je peux vous ouvrir des salles de TP ici, des salles de TP de physique par exemple, vous allez voir, on a suffisamment de matériel et du matériel de pointe. Après cela, il y a eu les URES, les unités régionales d'enseignement supérieur de Daloa et Korogo, qui ont été érigées en université pleine, avec des travaux d'extension à l'appui. Après cela, il y a eu l'ouverture de l'université de Mans. L'université de Mans vraiment a été conçue entièrement par le président Ouattara, parce qu'à l'époque c'était de la forêt vierge. Donc là, vous avez une université qui existe aujourd'hui, qui compte plus de 1000 étudiants, environ 1500 d'ailleurs. Ensuite, il y a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui a ouvert ses portes. Et quant aux nouvelles universités, en dehors donc de l'université virtuelle de l'université de Mans, vous avez la pose de la première pierre de l'université de San Pedro et tout récemment la pose de la première pierre de l'université de Bondoukou avec monsieur le Premier ministre. Et dans les pipelines, comme on dit, actuellement vous avez l'université d'Abangou, l'université d'Adiaké et l'université d'Odiéné qui sont dans les pipelines. Et ce n'est pas des paroles en l'air parce que je peux vous dire que par exemple pour l'université d'Odiéné, il y a un financement Banque islamique de développement qui est déjà acquis. Voilà, donc en gros, je dirais ça comme ça, sans rentrer dans trop de détails. Au niveau du primaire, il y a la construction d'un nombre assez élevé d'écoles, d'écoles primaires, de 7 classes, comme je l'ai dit. Maintenant, en plus des salles classiques du primaire, du CP1 au CM2, on construit aussi une classe maternelle. Et là, on est à des dizaines de milliers de salles de classe. Et également, il y a ce qu'on appelle les collèges de proximité. Ce sont des collèges base 2. Là également, on en a en quantité. D'ailleurs, grâce au financement du CDD qui nous est octroyé par la France. Et tout ça, ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle la mise en application ou la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Et au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, là également, les chantiers sont nombreux. Il y a beaucoup d'établissements qui ont été construits ou qui sont en voie de construction. Il y a également la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui est en train d'être mise en œuvre. Et ça, pour ne vous citer qu'un seul exemple, c'est l'implication du privé dans la définition des curricula et dans la gestion des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, les négociations entre l'État et les syndicats, c'est permanent, comme on le dit, tant que la marche n'est pas achevée, le balancement des bras continue. Les problèmes qui sont posés, les points de revendication qui sont soulevés par la COSEFI et d'autres syndicats d'ailleurs, l'État ne peut pas tout résoudre en même temps, c'est pas possible. L'État essaie de résoudre au fur et à mesure, on ne peut pas tout résoudre en même temps. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez un certain nombre de problèmes qui sont restés en suspens pour lesquels les discussions continuent. Par exemple pour les cours de mercredi, bon, les syndicats n'en veulent pas. Bon, l'État, le gouvernement, pour ne pas dire le ministère en charge de l'éducation nationale, pour une question de respect du quantum horaire, obligé de maintenir les cours de mercredi. Et surtout, le problème, j'aurais dit, angulaire qu'on a, c'est l'augmentation demandée, l'augmentation des primes de logement. Bon, mais il faut avouer que l'augmentation qui est demandée par les syndicats, c'est assez excessif. Bon, vous savez, en tant qu'enseignant, j'aurais pu dire oui, si ça s'augmente, ce sont mes collègues qui vont en bénéficier. Si c'était au supérieur, moi-même j'en bénéficierais. Mais j'ai peut-être l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend de là où on se place, d'être un conseiller de l'autre côté. Je sais ce qui est dans la cagnotte. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Et le financement de notre système éducatif, ça coûte énormément cher. Alors, il ne faut pas demander à l'État d'augmenter les primes de recherche, pardon, les primes de logement, tout d'un coup comme ça, passer de 40 000 à 150 000, 200 000, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans nos cordes. Ça, il faut être réaliste parce que si vous multipliez ça par les 12 mois de l'année, multiplié par le nombre d'enseignants, vous voyez le nombre de milliards que ça donne. Déjà qu'on a plus de 20% du budget qui est alloué au financement du système éducatif, il faut quand même, à un moment donné, il faut que l'État sache raison garder, parce qu'il n'y a pas que l'éducation. Vous savez, la vie d'une nation, c'est tout un ensemble.
Vous avez la sécurité, vous avez la santé, vous avez les infrastructures, etc. etc. Il n'y a pas que l'école. Bon, les syndicats sont peut-être dans leur rôle en cherchant à défendre leurs militants, leurs adhérents, mais l'État aussi a le droit, a le devoir de faire en sorte qu'il y ait de l'équilibre dans les comptes étatiques. Donc ce serait une discussion, on va ouvrir de nouvelles discussions. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, tant que la marche continue, le balancement des bras ne s'arrête pas. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, on va entamer encore un cycle de négociation avec les syndicats, jusqu'à ce que, bon, les uns et les autres comprennent que, bon, l'État peut donner jusqu'à un niveau, mais au-delà, l'État ne peut pas. C'est des discussions, voilà, c'est des partenaires, les syndicats, ce sont des partenaires, donc les discussions vont s'ouvrir en notaire. Vous savez, je peux vous dire, dans ce même bureau, j'ai reçu le professeur Johnson Boissy, voilà, le secrétaire, le porte-parole de la Sénèc, de l'une des tendances de la Sénèc d'ailleurs, parce qu'actuellement il y a deux tendances. Je lui ai dit comme ça qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, parce que quand on tire trop sur la corde, ça finit par rompre, ça finit par se casser. Bon, lorsqu'on fait des grèves, moi je veux bien qu'on ne va pas en grève comme ça pour un oui, pour un non, mais lorsqu'on fait des grèves intempestives qui bloquent systématiquement l'école, lorsqu'on va bloquer le conseil de gestion d'une université publique en présence de partenaires venant de l'extérieur, notamment du secteur privé, lorsqu'on va, j'aurais dit, arracher les copies d'examen des étudiants, vous comprenez bien que la direction de l'université ne peut pas rester les bras croisés. On est obligé de prendre des sanctions. Mais cela dit, les sanctions, ce n'est pas pour faire mal à qui que ce soit, mais c'est pour faire en sorte que les règles du jeu soient respectées par les uns et les autres, par tous les acteurs du système. Mais cela dit, les enseignants qui ont été sanctionnés, dont les salaires ont été suspendus, dès qu'ils auront fini de purger les peines qui leur ont été infligées, ben les salaires et les primes seront rétablis, ça c'est clair. Il y en a qui ont déjà fini de purger leurs peines, mais leurs salaires et leurs primes sont rétablis. Vous savez, parfois, l'État lui-même est entre le marteau et l'enclume. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va détruire une école, dans la mesure où actuellement l'État même se bat pour la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Donc vous comprenez que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va aller détruire des écoles. Mais cela dit, pour une question de sécurité de la plateforme aéroportuaire, l'État a été obligé de prendre des décisions. Mais les enfants qui sont dans ces écoles-là, croyez-moi, on ne va pas les abandonner dans la rue. Non, ce n'est pas possible. L'État ne peut pas faire ça. Lorsque ce genre de situation arrive, j'ai connu ce genre de situation par exemple à Diamé, lorsque ça arrive, on trouve une solution alternative qui peut consister, entre autres, à localiser ces enfants-là dans une autre école publique qui n'est pas loin de là. Quitte à ce que dans cette école publique qui les accueille, on fasse de la rotation, qu'on fasse de la double vacation. C'est-à-dire que les élèves qui sont déjà dans l'école, ils vont aller au cours le matin, et ceux qui vont venir des écoles qui ont été cassées, ils feront cours les après-midi. C'est par exemple ce genre de solution qu'on trouve en fait. Sinon, on ne jette pas ces enfants dans la rue, non. Ce serait complètement irresponsable de la part de l'État. Et un État, l'État ivoirien d'aujourd'hui est loin, est très très loin d'être un État voyou. Non, ce n'est pas possible avec le président Ouattara, on ne peut pas faire ça. Surtout qu'actuellement, n'oubliez pas que le gouvernement fait tout pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la politique sociale du gouvernement. Ce n'est pas le moment où on va fouler au pied les bonnes règles de tout ce qui touche au social. Sur les primes de recherche, vous savez, là je suis bien placé pour en parler parce que bien que conseiller de l'autre côté, je reste enseignant clé en main. Je continue à venir faire mes cours magistraux. C'est vrai que je n'ai plus le temps de faire les TD, les TP, notamment les TP, mais les cours magistraux, je continue à les faire. Donc j'ai vu ça au quotidien. Vous savez, lorsque le président Ouattara arrive au pouvoir, les primes de recherche, tenez-vous bien, ont été augmentées de 207 à 250%. Alors vous vous imaginez une augmentation. En chiffres, ça fait combien? En chiffres, moi je peux vous dire, par exemple, à un moment donné, mes primes de recherche étaient de l'ordre de 400 000. Aujourd'hui, je suis à 2 500 000. C'est vrai qu'entre-temps, je suis passé de maître assistant à maître de conférence. Mais est-ce que vous voyez un peu ce que j'appelle le delta? C'est énorme. C'est énorme. Donc à un moment donné, comme je l'ai dit au porte-parole de la Sénèc, il ne faut pas non plus abuser. Nous ne sommes pas les seuls Ivoiriens. Il faut comprendre que l'État ne peut pas financer tout. L'État ne peut pas tout faire. L'enseignement supérieur, ça coûte énormément cher. Je prends toujours cet exemple. Quand on regarde par exemple les critères de convergence des systèmes d'enseignement supérieur dans la zone UMOA, mais l'une des dispositions qui est préconisée, c'est de dire que bon, les apprenants, c'est-à-dire les étudiants en l'occurrence, doivent contribuer à au minimum, je dis bien au minimum 15% de leurs frais de formation.
Or, quand on regarde qu'aujourd'hui, le coût unitaire de formation réel d'un étudiant dans la zone IMOA est de l'ordre de 1 500 000 francs CFA, ça voudrait dire que vous faites 15% de 1 500 000, c'est plus de 200 000 francs CFA. Alors qu'ici, on a, les frais d'inscription sont de 30 000 en L, enfin en licence 1, 2 et 3, 60 000 en M, master 1 et 2, et 90 000 en doctorat 1, 2 et 3. Alors vous voyez qu'on est très loin des 200 et quelques mille. Alors, donc une manière de dire que l'État fait ce qu'il peut, mais ne demandez pas à l'État de tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'on arrête de se leurrer, c'est pas possible. L'enseignement supérieur, ça coûte énormément cher. L'État essaie de faire ce qu'il peut, mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir que les apprenants, ou les ménages, si vous voulez, mettent un peu plus la main à la poche. Et croyez-moi, tout ce qui a été dit, ce n'est pas des balivernes venant d'un conseiller de la primature ou d'un ancien conseiller du président de la République, mais ce sont des choses qui sont palpables, qui sont vérifiables sur le terrain. Et je vous laisse, vous êtes libre d'aller dans les salles de TP par exemple pour voir les équipements, de vous promener sur le campus et chercher à voir par exemple des images de nos universités publiques au moment où Ouattara arrive au pouvoir. Et vous regardez ce que vous avez comme décor aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Ça se passe de commentaires.